Merci Mathilde, merci à Monsieur Emmanuel Mouton du Digital 113 de m'accueillir sur ce Factory RH. Merci aussi à Jennifer qui ne sera pas là mais qui m'a ouvert aussi cette possibilité d'exposer un sujet qui m'est cher en fait, que je trame depuis 20 ans d'expérience un petit peu en tant que fondatrice de l'agence NBenco. Et merci à Jacques Soumeillan et Pascal Rimaud pendant cette heure de participer à cette réflexion et de ne pas m'en vouloir parce que je vous ai réservé un petit jeu de rôle que l'on va défiler tout le long de cette présentation. Donc le sujet, c'est comment intégrer la notion de qualité de vie au travail dans l'organisation des espaces de travail. Et avant peut-être d'en parler directement, je vais juste vous expliquer mon... Oh, ça y est, pardon. Je vais vous expliquer un petit peu qui je suis et la designer que je suis. Je fête 20 ans cette année. Et en 20 ans, je n'ai pas encore réussi vraiment à poser un métier défini en 3 mots. Qu'est-ce qu'un designer ? Je me questionne toujours et encore parce qu'en fait je pense que je porte encore mon tablier d'universitaire et à la fois je suis praticienne et il me faut travailler ce va-et-vient en continu pour essayer de comprendre le sens de mon métier et le rendre plus vivant et l'actualiser. De fait, je peux avoir été designer chromatique de formation initiale, designer d'espace global, durable, puis aujourd'hui designer du milieu, mais en fait réellement je me sens scénographe du changement, une éclaireuse d'idées, d'images et de projets et en gros donnez-moi quelque chose, on va en faire autre chose. Donc effectivement mon travail c'est plutôt de travailler comme un alchimiste des matériaux, une créatrice de dispositifs rêvés, si vous avez des rêves bien sûr, une équilibreuse des contraires, ça Pascal en reparlera. J'aime bien agiter les valeurs aussi, ça fait partie de mon métier. J'aime bien transmettre des savoirs, ménager l'intelligence collective, entraîner la singularité parce que on a aussi des singularités à mettre en exergue. Transporteuse d'expérience dans le sens où une expérience en amène une autre et donc on peut facilement revenir sur des exemples qui ont été faits par les uns et les autres, et c'est aussi le sujet d'aujourd'hui. Et depuis peu, animatrice d'intelligence émotionnelle, et on en reparlera un peu plus tard dans la suite. Alors, ici, en fait, je vous expose des dessins que j'ai créés sur un moment, et celui du printemps dernier. Ces esquisses, en fait, ont été certainement des observations de scènes ou des imaginations de scènes de ce que nous étions en train de vivre en cette période un peu compliquée. Plutôt que de voir le verre à moitié vide, j'ai essayé d'imaginer par mon imaginaire, ça fait un peu répétitif, mais des réponses par le dessin. On peut voir que peut-être le premier qui pourrait présenter une personne en situation de télétravail, des personnes qui sont en situation de groupe et qui essayent de communiquer mais qui sont à distance et c'est pas facile, donc c'est un petit peu aussi l'envie. Une personne qui peut écouter sa petite voix intérieure, d'autres personnes qui se mettent à découvrir de nouvelles expériences, à essayer d'aller chercher dans leur propre talent autre que le travail des solutions. Ce besoin de méditer, de respirer, ce besoin de bricoler aussi pour se sentir exister,
ce besoin de partager, là, alors vraiment, c'est ma situation sur des réunions de chantier, ou encore d'inventer des paysages un petit peu optimistes, essayer de trouver des solutions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce moment nous amène à imaginer un nouveau cap, et on y est. Alors, l'autre jour, en écoutant la radio, je suis tombée sur quelqu'un qui disait, alors je ne sais pas qui, hein, mais les grandes crises sont souvent le terreau des révolutions importantes. On ne sait pas où on va, mais on y va en tout cas, et on réfléchit ensemble, en ce moment, il me semble, pour apporter des solutions aux uns et aux autres, et il n'y a qu'à le voir sur les réseaux sociaux. Cette crise, en fait, elle a existé beaucoup moins importante, bien sûr, beaucoup moins universelle, mais elle a existé quand même en 2009, au travers d'une autre épidémie qui était aussi une série noire, c'était une série de suicides. Elle a été marquée par une personne, un employé de France Télécom, de 51 ans, qui a laissé sur sa table « Je me suicide à cause de mon travail à France Télécom, c'est la seule cause ». Cette entrée, finalement, en 2009, là, de cette série noire, a pas mal fait bouger les organisations du travail, et notamment la réflexion autour de l'organisation de travail. On a des psychanalystes comme Christophe Dejour ou des psychosociologues comme Yves Clos qui vont travailler sur cette question et réfléchir sur la reconstruction du vivre ensemble dans les entreprises. Ils réinterrogeront également le travail collectif, et Yves Clos principalement cherchera à en finir avec les risques psychosociaux qui sont burn-out, burn-out, et il va tenter de remplacer le R de risques psychosociaux par R de ressources psychosociales. Qu'est-ce que ça veut dire très simplement, ça veut dire agir dans les organisations du travail. Alors, je vous présente rapidement le livre d'Yves Clos, Le travail à cœur, qui me semble un ouvrage intéressant à lire pour comprendre ce que je viens de résumer en 3 lignes. Donc du coup, en juin 2013, il y a un accord, l'accord national interprofessionnel qu'on appellera l'ANI, qui vient acter la qualité de vie au travail. C'est un accord en fait qui va traiter les enjeux du renouvellement des méthodes et des objets du dialogue social. Alors, on dépasse, c'est ce que je disais tout à l'heure, les préventions des risques physiques et psychologiques, et on va tendre vers une autre dynamique qui va inclure le RH et les pratiques managériales responsables, les thématiques de manière imbriquée, c'est-à-dire que l'idée de la qualité de vie au travail, au-delà des lois Rebsamen, El Khomri ou les ordonnances Macron, vont permettre de travailler de manière globale, et on va voir comment on peut penser global. Elles vont permettre de recentraliser la transformation du travail, et elles vont permettre une participation des salariés à l'amélioration continue du travail. Donc, je ne vous relis pas deux extraits de l'ANI que je vous ai mis en exergue, mais il me semble assez résumé l'essentiel. Alors la QVT, outre tout ce qu'on vient de mettre en avant par les différentes lois et théories, c'est aussi un cap philosophique. La QVT, c'est réfléchir sur le sens de la vie humaine. Évidemment, on peut pas, quand on parle de réfléchir sur le sens de la vie humaine, on ne peut que citer Edgar Morin, mais c'est aussi citer Pascal, alors pas Pascal Grimaud, l'autre, et c'est réfléchir sur ce qui est tissé ensemble. La QVT, c'est complexe.
et il faut le prendre ainsi. Si on part sur un temps court, la QVT, me semble-t-il, hein, alors c'est mon avis personnel, n'aboutira pas là où elle doit aller. La QVT, c'est, on a une ligne, une méthodologie, un 1, un 2, un 3, un 4, des étapes, mais ça ne veut pas dire qu'on est en continu dans la réflexion. Ça veut dire qu'on peut s'extraire, penser une thématique, revenir dans le chemin continu pour comprendre la globalité. C'est la parabole de l'éléphant, cette fable indienne qui peut peut-être illustrer le mieux ce rapport à la QVT en disant que chaque humain a tendance finalement à revendiquer une vérité absolue basée sur la base d'une expérience subjective, alors qu'il ignore la même vérité absolue de l'autre. En gros, nos petits aveugles qui regardent l'éléphant, l'un va toucher la queue et penser que c'est une ficelle, l'autre va toucher la jambe et penser que c'est un arbre, et finalement, à aucun moment, la vision globale sera vue et personne n'aura vu que c'était un éléphant. Alors de l'éléphant, on passe au cheval. Le cheval, c'est l'attention. Hein. La QVT, ce sont des actions. Et on est en résistance. Et il faut le prendre aussi ainsi. C'est un jeu d'équilibre entre bien-être et performance. Et toujours dans ce mouvement continu. La QVT, alors pour moi et d'autres, elle repose sur 3 postulats. Un postulat de fond, donc qui veille à améliorer l'organisation de travail pour faciliter un travail bien fait. Travail bien fait qui relève de la productivité, de la santé au travail et de l'épanouissement personnel. Mais c'est aussi un postulat de méthode sur lequel on va aller améliorer l'organisation de travail pour aller vers un degré de réussite et un changement par l'action, ce qui va aussi souligner des points comme la créativité, l'engagement sociétal et la fidélisation. Et enfin, c'est un postulat de résultat, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on renforce la réussite collective avec l'épanouissement de chacun, on tend à améliorer son organisation de travail et on renforce l'activité et la productivité de fait. Alors quand je vous disais que ce n'était pas que mes propos, mais c'est mon parti pris peut-être, c'est qu'aussi NBNCO est engagé dans le réseau de la RAT, l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail en Occitanie. Que la RAT aujourd'hui travaille sur d'autres points de la QVT. Moi, mon principal point, c'est évidemment l'espace et les espaces de travail. On a la possibilité d'arriver, de commencer par n'importe quel point de départ pour aller vers d'autres points à traiter avec la QVT. Donc, c'est bien, on revient bien à la complexité et au mouvement continu nécessaire pour penser la QVT dans une entreprise. Alors, mon point de départ consiste à définir avec vous un programme pouvant aller jusqu'à la réalisation des espaces de travail qui sont voués à s'améliorer, à s'acculturer à un autre lieu et d'autres méthodes, et tout cela dans une démarche collective pour faire du sens au travail. Voilà, alors ça c'était une première partie, et maintenant je voudrais m'adresser, s'ils veulent bien, aux 2 surfeurs de la vague QVT, qui ont travaillé avec moi, donc et moi qui ai travaillé avec eux évidemment, sur des projets d'espace. Et j'aimerais leur demander, alors respectivement, je vous ai mis l'un à droite et l'autre à gauche, mais pour essayer d'avoir une logique sur l'ensemble de la présentation.
Et donc, Pascal, je t'invite à poser la question à Jacques et Jacques, je l'invite à poser la question à Pascal et en même temps de vous faire un dialogue et nous faire aussi part de votre avis là-dessus. Donc, bonjour à toutes et à tous. Le vrai surfeur, on le sait tous, c'est Jacques. Donc, Jacques, c'est quoi le cap pour toi, c'est ça? C'est quoi un cap pour toi? Ouais. Cap de bonne espérance, tu peux avoir peut-être? Ouais, je sais pas, excuse-moi Noël, mais je comprends pas bien la question. Ça veut dire quoi? C'est quoi un cap? Le cap de quoi? Un cap philosophique pour vous en QVT. Le cap philosophique. Simplement, Jacques, simplement, tout simplement. Simplement, oui, non, mais alors bonjour à tous. Moi, j'ai pas dit bonjour non plus, mais effectivement, pour nous, ce qui était au niveau de Intuface, notre société, on était dans un cap au moment où nous avons rencontré Noël de développement. Bon, là, on gère un peu plus le Covid, mais ça, c'est une autre histoire, comme beaucoup d'entre nous. Et donc, on a souhaité effectivement offrir à nos salariés, à nos employés, un cadre de travail dans lequel ils se sentent bien, pour moi, c'est ça qui est effectivement important, c'est que les salariés se sentent, j'allais dire, confortables dans leur environnement. Et pour nous, il y avait un certain nombre de points. Alors, on n'est pas très, très innovant, probablement sur la façon d'organiser des bureaux, etc. Mais par contre, des espaces de vie, des espaces de convivialité qui ont été vraiment travaillés avec l'aide de Noël. Et ça, pour moi, c'était vraiment très, très important en essayant que les différents groupes qui ont différents. Alors, c'est peut-être comme l'éléphant, quoi. On avait les différents points de vue et donc d'essayer de faire en sorte que tout ça puisse fonctionner avec les routines un peu aussi de chacun, les besoins de chacun. Voilà. Merci. Alors, qu'est-ce qui fait vague pour toi? Alors, je pense, Ok. c'est une belle vague là. Hein, j'ai compris l'idée. ce qu'elle vient de raconter. Donc pour moi, déjà la QVT, c'est surtout pas. Moi, je déteste le terme RPS parce que c'est le verre à moitié plein, à moitié vide. Si on se dit la vie au travail, c'est les risques psychosociaux, c'est quand est-ce qu'on va se suicider, bonjour la vie, hein, autant rester, aller partir sur une île ou rentrer chez soi, y rester et arrêter. Hein. Donc après, c'est vrai qu'il y a un ensemble de réglementations dont tu parlais, Noël, qui, moi, souvent m'agace un petit peu, quelque part. Hein. J'aime pas trop toutes ces règles parce que c'est pris sous un angle de contrainte, d'obligation, alors que c'est plus, comme tu l'as dit Jacques, comme tu l'as dit aussi Noël, c'est une intention, surtout, une philosophie. Et moi, quand j'écris Eurecia ou une vie professionnelle, je ne peux pas me l'imaginer dans une entreprise qui soit pas, dans laquelle je ne suis pas bien, le mieux possible, on va dire. Hein. Et pour que je sois bien, il faut à la fois c'est mon bien-être personnel, mais qui ne peut pas se faire au détriment des autres. Donc, c'est le bien-être collectif. Et condition sine qua non et définition même de l'entreprise, c'est qu'il faut qu'elle soit performante, parce que si l'entreprise n'est pas performante, tout ça, ça fait un grand pouf. Et quand je parle QVT, c'est plus une intention, c'est être bien au quotidien, vivre, partager avec des collègues. Et mieux on se sent dans sa peau, mieux on est avec les autres, finalement, mieux on va être dans notre job, les uns les autres. Et quand on est bien dans son job, ça veut dire qu'on va être certainement plus performant, donc ça va aussi être bon pour la boîte. Et on va en retirer aussi une satisfaction personnelle, donc c'est encore bien pour soi, et donc c'est de l'énergie positive. Et moi, je parle souvent du cercle vertueux, bien-être et performance. On commence par celui qu'on veut, hein, et l'alignement des objectifs de l'entreprise de performance avec ceux des collaborateurs, se sentir le mieux possible. Et c'est indissociable. J'ai même pas envie de choisir l'un ou l'autre, sinon on n'est pas sur la planète des bisounours, hein, non plus. Hein. On est dans un monde économique, entreprise, où il faut faire du profit. C'est la condition du succès, de la pérennité, des projets de demain et
la possibilité aussi, l'opportunité pour chacun de continuer de progresser et de s'épanouir. Et en même temps, c'est pas du fric à tout prix, quoi. Donc, il faut trouver son juste équilibre. Et si je devais juste compléter, hein, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de baguette ou de méthode magique. Je pense que c'est une intention, une philosophie. Et le lieu de travail, l'espace dont on parle, là, dont on va parler, fait partie des éléments, en tout cas, qui contribuent à améliorer cette expérience de collaborateur, quoi. Merci Pascal. Donc, effectivement, on parle de penser les espaces de travail en intégrant la notion de QVT. Finalement, moi je me dis que pour vous, entreprise de l'intelligence artificielle, c'est pas si loin que quand vous pensez un produit. C'est d'abord avoir une idée lumineuse. J'imagine que c'est comme ça que ça se passe quand on crée un produit du numérique. C'est créer une équipe discutante autour de ce produit. Ben, la QVT, c'est créer une équipe discutante intégrant les parties prenantes de manière cadrée dans un processus, avec une gouvernance engagée, en plus, passer par l'observation des pairs, échanger à partir des ressources et mettre le travail réel en discussion. Finalement, quand on crée un produit, c'est aussi un cadre, un processus, échanger et mettre le produit en discussion. C'est définir donc du coup des besoins. Pour le coup, je rajoute complexe, et c'est co-créer l'usage des espaces. Ensuite, on peut prendre le parti pris de prototyper, ce qu'on aura fait avec Intuface, ou d'expérimenter, revoir si besoin, donc c'est la fameuse bêta-test, et puis c'est le lancement du projet. Alors vous allez me dire, avec tout ça, finalement, si on sait tout faire, à quoi sert un designer ? Mais le designer, en fait, il est là, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, pour agiter un petit peu les valeurs, interpréter et équilibrer la création entre les matériaux, alors matériaux que je différencie avec de matériaux avec ou sans X, donc les matériaux, c'est-à-dire l'élaboration du support, le lieu, l'entre les murs, la matière et le matériau, ce qui sert à fabriquer, et la substance, ce sans quoi il n'y aurait pas de réalité finalement, hein, c'est-à-dire le sujet. Pour créer un espace de travail, on crée d'abord du sens au travail, puis on tente de faire du beau collectif, et on tente de faire ce beau collectif pour que chacun puisse en faire une interprétation individuelle. Alors, c'est compliqué parce que ça fait paradoxal tout ça. Mais tant qu'on n'a pas mis du sens sur ce que l'on veut faire dans l'organisation de travail, je ne vois pas l'intérêt de faire du beau. C'est un petit peu comme l'introduction finalement du Digital 113, de dire on met un baby-foot et puis voilà. Non. On réfléchit pourquoi on met un baby-foot et après on met le baby-foot. Donc, faire du beau collectif, c'est favoriser, mine de rien, l'expérience sensorielle ou intellectuelle, et c'est procurer aussi des sensations de plaisir. Mais cela, ça n'arrive que comme des figures de rhétorique, hein, qui visent à imposer une certaine compréhension, articulation entre le visible et l'invisible, par la création qui est un langage à lui-même. Et on met en relief l'expression de la pensée. On revient un petit peu à la fameuse méthode finalement de QVT, même si Pascal, j'entends que tu penses qu'il n'y a pas de méthode, mais je pense qu'il y a une méthode naturelle. On observe, on réagit et on évalue. Et si on veut effectivement travailler ce rapport à l'espace, au lieu futur, il est très important de participer pour avoir de la satisfaction en finalité. Ces ateliers peuvent être traités uniquement sur le sujet design d'espace. Ils peuvent être accompagnés par des designers, mais ils sont surtout imbriqués et globaux à d'autres thématiques.
En gros, on fait du factuel, donc de ce qui est localité, de ce qui est pas vu. On va faire un système englobant porteur de sens quand on crée un espace. On va prendre des petits dispositifs ou des localités et on va les travailler pour créer un lieu qui porte du sens. Pour cela, on est amené à penser sur 4 points qui me semblent nécessaires. Anticiper, réflexivité, inclusion, réactivité. Alors prendre de l'avance, faire des hypothèses, penser avec l'usager et intégrer les impacts en finalité. Ou pas d'ailleurs. Alors tout ça, vous allez me dire, oui, mais ça prend du temps, on va perdre en productivité, si on écoute chacun, on risque d'aller au-delà de ce qu'on a prévu, enfin ça risque d'être compliqué. Bon, moi je pars du postulat qu'on est tous responsables et en capacité de prendre les limites d'un projet, de pouvoir le co-construire, de l'estimer et d'en choisir les dispositifs en fonction effectivement du coût. Et puis à plus, il y a un autre postulat qui m'est amené par l'externe, puisque c'est la ISS, l'Association internationale de la sécurité sociale, qui dit que c'est gagnant-gagnant, puisque 1 euro dépensé en moyen en prévention rapporte 2,20 € dans le bilan de l'année RH. Donc finalement, la QVT, de manière générale, c'est une philosophie. Et là, je pense qu'on est tous d'accord. C'est du 100% participatif, normalement, pour la co-création des besoins d'un milieu de travail. C'est des outils collaboratifs pour penser les milieux, typologie d'espace permettant de mettre en avant ce qui ne se voit pas et d'en parler à la croisée du terrain et des besoins pour en faire un agencement collectif. Et là, je reprends Deleuze et Guattari, plutôt sur la question d'anthropologie de l'espace. Et puis, c'est une responsabilité de l'entreprise en matière de RPS, non pas risque, mais ressources. C'est accorder des moyens et c'est comprendre et accepter une méthode de programme. Et je pense que à partir de là, effectivement, je vais me remettre nos 2 acteurs dans le jeu de rôle. Parce qu'effectivement, on peut avoir des visions différentes aussi. Alors, Pascal ? Bon, on y va, Jacques, et on joue. Hein. Vas-y, Donc, pour gagner de l'argent, il faut en dépenser en prévention. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu en penses? Elle est un petit peu optimiste, notre amie Noël, non? Ou idéaliste? Bah, pour moi, c'est une réponse forcément compliquée parce que je pense que c'est un tout, quoi. Hein, et tu en parlais toi, Pascal, tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est la qualité de vie au travail, oui, bien sûr, mais il faut que l'entreprise, si à côté de ça, elle n'a pas des bons process, si elle n'a pas des choses qui fonctionnent par ailleurs, oui, on peut faire des trucs où tout le monde se sent comme au Club Med, mais au fond, c'est pas ça le but du jeu. Donc oui, après, qu'il faille, je dirais surtout, la démarche de Noël, je pense, nous a permis de dépenser intelligemment. C'est surtout ça. Après, bon, gagner, c'est toujours compliqué quand on met un cadre de travail. C'est comme quand on fait des procès, c'est comme quand on fait un certain nombre de choses. Est-ce que le temps qu'on a passé à mettre en place des outils digitaux ou autres, on le connaît bien dans nos métiers, hein, l'équation n'est pas toujours facile. Il y a des fois où le ROI est facile à calculer, il y a des fois le ROI il n'est pas très facile à calculer. Là, ça en fait probablement partie de cette deuxième catégorie où c'est pas très facile. Mais par contre, on peut essayer de dépenser intelligemment. Et ça, c'est déjà toujours plus dur à faire. Et moi, je pense que c'est là où on a eu le plus de bénéfices. Merci. Alors, et toi, est-ce que ça t'a coûté d'aller dans cette démarche, mon cher Pascal, qui a été l'initiateur?
Très bonne question et je vous en remercie. Non, moi, ce que je dirais, j'ai jamais eu en tête, c'est pas une question de combien ça coûte. Je trouve que c'est pas trop le sujet, puisque quand on parle de QVT, ben, la première des choses, ça peut être juste ben, de dire bonjour, bonsoir, d'être poli, agréable, d'être à l'écoute des gens, et ça a un coût 0, 0, 0, 0. Et qu'est-ce qu'on gagne quand on a de bonnes relations avec les gens? Ben, on gagne beaucoup. Déjà, on gagne de l'énergie, du positif. Donc, je ne l'ai jamais ramené à une équation financière, même si pour autant, et sans arrière-pensée aucune, je pense que ça fait le lien avec le cercle vertueux. L'un contribue à l'autre, quel que soit le sens dans lequel on le prenne. Mais en tout cas, quand on parle de QVT, c'est pas une question de moyens. Même avec zéro, on peut déjà rendre le quotidien de nos collaborateurs, de nos équipes, plus agréable, que ce soit dans ce qu'on partage avec eux, que ce soit ou à moindre frais, on peut aussi, dans l'aménagement de l'espace en fonction du lieu qu'on a, on peut faire de la récup, on peut. Pour moi, c'est ramener, c'est construire. En fait, ça serait plutôt avoir des bureaux avec une âme. Finalement, c'est ce qui fait qu'on va s'y sentir bien, on va habiter le lieu, il va dégager quelque chose. Et pour que ça dégage quelque chose, c'est pas la peine d'accrocher un Picasso au mur ou d'avoir des matières nobles. Après, la beauté, la qualité, tout ça, ça peut aussi être subjectif. Je pense que l'essentiel, c'est de se sentir bien dans ce lieu, dans cet espace, hein, et c'est pas une question de combien ça coûte. Par contre, je suis sûr que sur différentes dimensions, c'est profitable, c'est bénéfique à tous, mais au-delà juste d'une dimension financière. Je ne sais pas, Noël, si on répond à ta question, s'il y a d'autres réactions. On est dans le dialogue, donc moi, je suis ouverte à toutes vos propositions et justement à cet échange-là. Mais après, on n'est pas obligé de gagner de l'argent pour faire de la QVT, entre guillemets, si c'est le sens d'une question, hein, parce qu'on peut le faire à moindre frais et que peut-être que ça permettra de moins en perdre si on en fait un petit peu plus. Mais il faut le faire. Il n'y a pas de bon, de moyen ou de mauvais niveau. C'est encore une fois, c'est une intention, une dynamique, une trajectoire qu'on engage. Et puis chacun a son rythme, chacun comme il se le sent avec ses équipes. Et ça fait le lien avec une bonne politique RH et le lien avec nos entreprises. C'est un collectif de femmes, d'hommes, et sans nos équipes, on n'est rien. Il n'y a pas de business, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de process, il n'y a pas d'outils, pas de service. Et donc, c'est comment on fait en bonne intelligence. J'aurais presque envie de dire, mais tout ça, c'est que du bon sens. Après, bon, le bon sens, on a chacun le nôtre, hein. Merci. Je ne vais pas faire de réponse. Je trouve ça super riche déjà ce que vous avez amené. Et ça complète les points de vue et c'est bien, on va finir par le faire cet éléphant à la fin. On continue peut-être sur les parlons projets, puisque on a mené ensemble donc deux projets, alors ensemble, oui, à un moment donné je vous ai vu chez l'un et chez l'autre, hein, donc il y a deux projets qui sont un petit peu différents évidemment, deux projets avec des échelles architecturales dans des contextes différents et mais pour autant, on a pu voir que finalement, dans les deux projets, j'aime bien ces deux images premières, puisque dans ces deux projets, il y a l'idée de se réunir, d'échanger, d'être ensemble, de pouvoir participer. Donc des valeurs qui, pour moi, sont très fortes dans les notions de QVT. Je propose vite fait à chacun là de présenter rapide votre entreprise et je vais faire défiler au passage les photos. Alors c'est Pascal dans l'ordre, je suis désolée, je n'ai pas réussi à faire intercaler, mais Pascal tu commences et Jacques en suivant s'il vous plaît. Il faut que je réactive le son. Ouais. Donc, oui, les photos, c'est effectivement, nous, on est parti d'une friche, d'un vieux bâtiment qui avait été abandonné, qui a toute une histoire, qui a 200 ans, 30,
et qui a été squattée, abandonnée. C'est une ancienne métairie. Il y a eu un préfet qui a vécu dans cette maison de maître. Et ça fait 3-4 ans donc, que j'ai lancé le projet et on est parti d'une feuille blanche, ou en tout cas de cette ruine, pour essayer de construire un espace avec une âme, en essayant au maximum de conserver l'âme du lieu, les matériaux, en faisant de la récup et en agençant des bureaux qui sont plutôt des espaces, un mix d'espaces de travail, d'espaces de passage et d'échange, comme dirait Noël, qui permettent de se retrouver, de partager. Et voilà, ben là, on est dans l'espace où on boit le café et encore les travaux ne sont pas tout à fait terminés, donc il y a encore plein d'aménagements à faire. Mais on est ravis aujourd'hui, les collaborateurs, ils prennent du plaisir, soit dans les jardins ou dans les espaces intérieurs, à venir se retrouver avec de la lumière. On doit encore ajouter des plantes. Là, on a fait travailler Alice et Marine, qui sont des designers, tu en parleras, qui font de la création aussi un petit peu, hein, qui ont permis d'embellir le lieu, l'espace avec ce que ça pouvait créer. On a essayé de mettre des plantes vertes, faire en sorte que ce soit lumineux. Et Noël a vraiment été précieuse dans la construction et l'imagination de ce projet. Donc là, c'est notre salle où on boit du café, mais elle n'est pas encore terminée. On voit qu'il y a une grande table de pique-nique pour essayer de l'aménager comme une place de village, hein. Et il y a une question, il y a Alexandre, peut-être qu'on peut répondre au fur et à mesure, qui posait. Donc il y avait Emmanuel tout à l'heure qui disait, est-ce qu'on peut parler de ROI quand on parle de capital humain? Non. Si, ou alors le ROI, c'est le bonheur, en tout cas, son bien-être à soi et le bien-être de ses équipes. Et pour Alexandre, je remets la question, hein. Est-ce que les collaborateurs ont participé à l'élaboration du design? Alors, pour être franc, pas autant que ce que Noël aurait souhaité, parce que pour Noël, il aurait fallu beaucoup plus d'ateliers et beaucoup plus d'échanges. Et puis, moi, j'ai ma contrainte de patron, une boîte à faire tourner, et c'est un projet, mais il faut aussi que le business avance. Donc, on a essayé de de faire au mieux, et d'embarquer les collaborateurs. Dès le départ, ce qu'on avait organisé, c'était des visites du lieu, de l'espace, en essayant au fur et à mesure de présenter ce que pourrait être le projet. À certains moments, il peut y avoir eu des choix ou des propositions soumises aux collaborateurs pour dire vous préférez ci ou ça. Mais je suis un petit peu prudent, avec une forme d'idéalisme qui dirait on peut les embarquer sur tous les sujets, toutes les questions, parce que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et malheureusement, le temps, c'est quelque chose, une denrée qui nous est très précieuse, hein, et c'est assez rare, hein, voilà. Donc, il faut essayer de faire au mieux. Mais en tout cas, oui, on a essayé de les embarquer pour imaginer le lieu, l'espace. Mais typiquement, il y a 3 ans, j'avais posé une question, hein, est-ce que vous avez envie qu'on fasse des aménagements, de fonctionner plutôt en flex office? La réponse, elle avait été claire et catégorique, c'était plutôt non. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, si je reposais la question, les réponses seraient différentes, parce que notre manière de travailler, notre organisation, notre relation au bureau a changé. Et aujourd'hui, on réalise tous que pour travailler, on n'a plus besoin de venir au bureau, on peut travailler de la maison étant. Ensuite, du coup, ça remet en question, ça pose la question de comment évolue le lieu de travail, l'espace de vie au travail. Est-ce que ça doit être des bureaux? Est-ce que ça doit plutôt être des espaces d'échange, de rencontres, de réunions? Merci Pascal, on va en reparler si ça Hop, ne te elle m'a dérange arrêté. pas. Hop, Hein. non, non, vas-y. Comme ça, on va laisser passer parler Jacques et on reviendra sur ces sujets certainement en suivant. Oui, alors nous, un peu moins de briques rouges, puisque nous, c'était l'aménagement d'un plateau nu à la beige. Donc voilà, donc un truc très, très classique, nous, beaucoup plus classique que chez Pascal. Mais en même temps, cet espace, on a cherché effectivement là, vous voyez ce qu'on appelle notre chalet pyrénéen, n'est-ce pas, qui est là, ou en fait qui est une table où les gens se retrouvent pour déjeuner. Il y a beaucoup eu de choses qui ont été un peu faites aussi sur mesure. Là,
une partie beaucoup plus classique, ce que vous voyez là, assez traditionnelle, mais organisée par rapport aux équipes, avec des espaces qui permettent, vous connaissez les fameux stand-up. Je crois qu'il y a Alban là, qui est dans le, dans le call, qui est notre patron du produit, et il sait ça. Voilà, c'est ça. Là, c'est tous les matins, réunion devant ces tableaux, utilisant la technologie, évidemment, Intuface, bien sûr. Et on voit effectivement que là aussi, tout à l'heure, on parlait de coûts. Il y a un mélange. Là, vous voyez, il y a du Ikea, on a vu du Maison du Monde, mais on a vu des meubles de bureau plus classiques. Donc, il y a tout un environnement qui a été travaillé et qui permet ce que j'appelais tout à l'heure des dépenses intelligentes, où à la fois on fait des choses qui sont agréables avec des notions, là où Noël nous a énormément aidé, c'est des notions de couleurs. Je pense que spontanément, j'aurais jamais pensé à mettre dans une entreprise des tapisseries comme on en a mis à un certain nombre d'endroits et qui font aujourd'hui tout le côté agréable et apprécié par les salariés. Là, effectivement, on a fait quelque chose sur mesure parce que autour de la machine à café, des micro-ondes, etc., on peut déjeuner. Alors, on pouvait déjeuner en face à face. J'espère que ça va revenir un peu plus tard. Mais encore que, on a un certain nombre aujourd'hui, même pendant ces périodes confinées et où le télétravail est un peu la norme, malgré tout, on a quand même un certain nombre de collaborateurs qui choisissent de revenir au bureau et probablement que cet environnement le favorise aussi. Merci Jacques. On va peut-être justement approfondir un petit peu cette question de, pardon, de programme, hein, de macro-programme, ou de comment finalement on accompagne le changement en tout début de projet. Quelles sont les bonnes questions qu'on doit se poser, et c'est vrai que nous avons travaillé particulièrement avec Intuface sur le choix, la sélection immobilière qui serait la mieux adaptée aux besoins, alors aux besoins quantitatifs, soit effectifs, mais très vite aux besoins d'aménagement. On a travaillé de diverses hypothèses. Alors là, je ne les ai pas toutes mises, mais c'est pour exemple, on a redéfini les occupations, les activités, comment les activités allaient s'organiser, comment elles allaient aussi dans les scénarios des plateaux immobiliers proposés allait se concrétiser, puis ensuite il y a eu toute une mesure du confort, hein, du confort, celui de base, qui relève de la lumière, la vétusté, les commodités, les accès. Le rapport à l'accès extérieur était un point, par exemple, phare pour le projet Intuface, sur lequel nous avons travaillé dans la recherche des locaux, en tout cas, ce qui n'était pas facile d'ailleurs, hein. C'est pas facile. Donc, il suffit qu'il y ait 2 portes qui puissent s'ouvrir sur l'extérieur. Finalement, on s'est dit qu'avec l'allée, on pouvait l'investir et que ça devenait un nouvel espace de travail sur les beaux jours. Donc ça, c'est vraiment important d'anticiper avec un programme. Hein, vraiment, quand on a l'intention de changer de lieu ou de le faire évoluer, en tout cas, le programme est essentiel. Pardon. On a fait exactement la même chose chez Eurecia. Alors, je veux compléter, c'est pour ça que je disais que tout à l'heure, il y a eu quand même une réflexion, Pascal, peut-être juste avant que j'arrive sur le projet, où tu avais lancé un métaplan avec les salariés, avec les collaborateurs, et vous aviez ouvert aussi un questionnaire à réponse, avec des propositions en fin de
de questions, des propositions ouvertes. Et alors pour Pascal Grémaud, il faut savoir que ça aussi, cette expérience-là a été également un sujet d'étude pour moi lors de mon diplôme universitaire de qualité de vie au travail. Donc effectivement, j'ai fait l'exercice encore plus loin dans la création d'outils moi-même de lecture. Et c'est vrai que j'avais comptabilisé finalement les retours du questionnaire, du métaplan qui interrogeait les collaborateurs au tout début sur les besoins dont, Pascal, tu m'avais informé. Le deuxième point, c'est vraiment comment on organise les espaces. Alors, on a travaillé énormément. Je crois qu'on a fait une dizaine de scénarios chez Eurecia, parce que vraiment, là, on changeait de configuration. On n'est pas sur un plateau classique, tel qu'on a l'habitude de le voir. Donc, avec entre les murs, et c'est pas rien. Et il fallait repenser, non pas que les espaces, mais les activités. C'est-à-dire ces activités qui avaient dans l'existant une lecture, enfin chaque activité se rencontrait plus ou moins sur un pôle central, notamment sur les R&D. Là, tout d'un coup, il a fallu travailler sur les niveaux, l'étalement. Donc, c'est une autre réflexion, effectivement, qui a été posée avec plusieurs scénarios pour arriver à un scénario final, mais dont on n'est même pas sûr aujourd'hui que ça va. C'est le dernier, voilà. Mais il fallait partir sur des hypothèses. Donc, réellement, un programme, ça sert quand même à, comme chez Eurecia, à évaluer les besoins et les nouvelles perspectives d'agrandissement, s'acculturer à une nouvelle organisation managériale, évidemment, puisque tout bouge, et travailler sur l'équilibre vie personnelle et professionnelle. Ça, c'est une amélioration qui a été portée en plus chez Eurecia. Allez, retour. Bon, Jacques, du coup, comment ils se sentent tes gars, ton équipe? Il faudrait demander, il y en a un d'entre eux là qui est là, il pourra demander. Mais je ne vais pas sombrer dans la facilité. Donc, je pense que sincèrement, quand j'écoutais Noël et je repensais un peu à tout ça, c'est pour nous la façon dont on a vécu, et je suis sûr que, d'ailleurs, Alban, si tu veux dire quelque chose, n'hésite pas, mais je pense que ça a transformé la vision de la société. La société était donc avant qu'on soit dans ces locaux-là, était dans des locaux assez anciens, pas très fonctionnels, etc. Bon, bref. Et ça a vraiment transformé la façon je pense même, de vivre la société, quoi, de vivre son travail, de travailler dans l'entreprise. Ça a été très, très important, je pense. Je pense que ça le restera. Là, enfin, on pourra parler de problème de télétravail, enfin, problème ou apport du télétravail. Nous, on n'est pas trop traumatisés par ça parce qu'on le pratiquait avant le Covid, donc on le pratique toujours. Peut-être un peu plus intensément, mais je pense que justement le cadre qui est là est un cadre aussi dans lequel les gens ont envie de se retrouver. Et donc, je pense que ça, ils vont être assez satisfaits de retrouver ça aussi à un moment donné. Et certains nous le demandent même. Voilà. Alors, toi, tu as fait, Pascal, un projet très ambitieux. Ça a dû te prendre beaucoup de temps, tout ça. Programmer, c'est compliqué. Nous aussi, on y est passé, mais toi, vu l'ampleur du chantier, ça devait être assez compliqué. Qu'est-ce que tu nous en dis? Ouais, ben après, c'est comme tous les projets immobiliers, c'est le bordel, hein, ça c'est certain. Hein, donc, faire travailler des équipes, nos équipes, c'est déjà difficile. Et alors, quand on parle des artisans et multiples artisans et les coordonnées, et puis tu rajoutes un architecte, plus une designeuse, ou designer, comme tu l'as mis avec le point Noël,
ben, ça fait beaucoup de monde qui parle des langages différents. Alors, c'est vrai qu'il y a des moments, je me dis, il faudrait faire un décodeur, mais bon, on y arrive. En tout cas, ça a été à la fois et le bordel et un grand plaisir à construire. Long, c'est certain, puisque ça a pris plus de 3 ans. Et l'autre difficulté rencontrée, c'est que c'est évolutif, c'est-à-dire que ouais, excuse-moi. C'est un projet qui est évolutif. C'est quand j'ai commencé à réfléchir dessus, on devait être une cinquantaine de collaborateurs chez Eurecia. Quand les premières briques ont été posées, donc il fallait faire les plans. Et Noël, elle me dit combien tu veux de postes? Là, combien, et combien, et combien, et combien? L'équipe com market, tu la mets où? L'équipe des commerciaux, tu la mets où? La R&D, ils sont combien? Donc un tableau pour faire des scrums, etc. Et des stand-up. Et c'est super. Sauf que ensuite, quand les premières briques ont été posées, on était 20 de plus, et aujourd'hui, on est quasi 100 et encore 20 embauches prévues. Donc, ça me casse tous les plans. Donc, au final, ce que j'ai compris, c'est que il faut essayer, dans la mesure du possible, de créer des lieux qui puissent, et des espaces qui puissent s'adapter à l'évolution des effectifs de nos organisations, désorganisation, réorganisation, maintenant télétravail et comment on se retrouve. Il y a beaucoup de contraintes, de paramètres à prendre en compte. Alors, c'est jamais parfait, je pense que ça, il faut l'accepter. C'est jamais fini aussi bien que ce qu'on aimerait, c'est comme une maison, mais tout état de cause, le résultat, on est super content, satisfait, c'est un lieu de rendez-vous, un espace qui répond aussi aux problématiques, à nos besoins, aux souhaits des collaborateurs, qui est un lieu agréable pour venir au quotidien, ou en tout cas quand ils viennent, et qui génère, je dirais, de l'énergie positive. Et pour ça, le cadre de travail, le lieu, l'environnement sont essentiels. Moi, je ne m'imagine pas une entreprise où, je sais pas, avoir des amis, avoir des relations sans jamais les voir. Donc, et pour les croiser, à un moment donné, c'est bien de voir qu'il y ait une unité de lieu, un sentiment de groupe, d'appartenance. Et pour ça, l'espace bureau, travail est essentiel. Et Marc, c'est un petit peu Pascal, bien. Oui, madame. finalement, tu parles plus que moi. C'est super, ça me fait plaisir. Tu es mon maître en la matière. Mais on ne va pas tenir le temps et j'ai encore 2-3 points à voir avec vous. Merci. Si tu permets, Noël, c'est très court, mais pour dire que nous, on n'a pas fait comme Pascal, on avait un maître, enfin quelqu'un qui a pris en charge tous les travaux en dehors de toi, qui les avait designés, qui s'appelle Damien Pasquet, je le souligner parce Je viens que de le rappeler. Oui, je suis ça a d'accord. aussi enlevé beaucoup de soucis qu'a eu visiblement Pascal. Voilà. Voilà. Donc, je voudrais aborder un autre point, c'est quand on parle projet, c'est parler concept et concept des espaces. Alors, avec Intuface, on a travaillé le protospace. Alors, en fait, quand Intuface s'appelait Intulab et qu'ils habitaient dans les locaux, les premiers locaux, je ne sais plus comment dire, bref, il a été question de réfléchir sur une salle de réunion et d'utiliser cette expérimentation de salle de réunion pour penser avec les équipes l'évolution future des lieux. Alors, je le dis comme ça avec du recul. J'avoue que la première fois que j'ai démarré sur ce projet-là, je ne savais pas tout à fait qu'il y avait un autre projet derrière, mais on est dans la démarche, on y est vraiment, c'est-à-dire qu'on a fait vraiment un prototype d'espace de réunion avec des outils et une disposition avec une superficie de salle pour pouvoir voir et évaluer ce que finalement allait devenir la future salle de réunion plus tard aussi. Donc ça nous a permis de tester les usages pendant quelques temps, de rediscuter aussi le concept visuel, puisque j'ai souvenir que dans les retours, il y avait eu « ouais, mais bon, les couleurs, c'est pas trop notre image à nous ». Voilà, donc ça a été une
une réflexion. Moi, je suis pas dans la tête des gens, donc c'est bien des fois aussi que ce retour-là me sert, hein, et faciliter la prise de décision pour penser inclusif dans le futur. Donc là, il y a eu encore une fois un sujet pour moi qui est très QVT là-dessus, puisque ça a été du participatif pour la création d'un espace qui lui-même a été revu dans les locaux, dans les nouveaux locaux et réadapté en fonction d'un tableau qui marchait pas bien. Ou, voilà, on a revu des points et notamment l'ambiance. Chez Eurecia, en concept d'espace, alors on a défini deux typologies d'espace, identifié deux typologies d'espace qui sont les espaces foyers et les espaces passerelles. Alors, rapidement, même si j'ai des milliers de choses à dire là-dessus, mais je vais le faire assez rapide, les espaces foyers, ce sont les espaces qui ont été étudiés pour vivre le travail au sein d'une même activité. En 4 points, c'est permettre la maîtrise de son travail au sein d'un groupe d'appartenance, et cela au-delà de la tâche prescrite. C'est développer ses propres outils nécessaires à la bonne organisation du travail entre pairs. C'est permettre une synergie entre les cohabitants, et c'est favoriser la stimulation, le rituel et le challenge. Puis, on a créé une autre typologie d'espace, ce sont les espaces passerelles. Alors tout ça aussi parce que le lieu nous le permettait, l'étendue, enfin voilà. Hein. Et puis on avait travaillé aussi les rencontres. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Mais les espaces passerelles, eux, sont vus comme des espaces collectifs de rencontres, de communication et d'échanges, personnels ou professionnels d'ailleurs, de temps libre, de repos, de contemplation. Un petit peu effectivement, comme l'aurait dit le sociologue Ray Oldenburg, qui disait un lieu où l'on prend plaisir à se rassembler, où l'on tient des conversations, où l'on échange, une sorte d'agora publique ou privée, un café du commerce ou comme dans son temps le lavoir. Néanmoins, Pascal a désiré compléter ces espaces passerelles par des espaces de services et d'activités pour apporter des ressources qui sont liées au bien-être et qui permettent le lâcher-prise. Alors on va retrouver évidemment la convivialité, mais aussi le gain de temps sur la vie personnelle, des micro-savoirs, des ateliers artistiques, des soins alternatifs, éventuellement, hein, des méditations, quand je dis soins, massages, etc. Un ensemble de services et d'activités qui vont permettre une synergie entre les cohabitants. Donc là, on dépasse effectivement les espaces d'activité, de foyer, pardon, pour aller vers une cohabitation et pouvoir profiter de services et d'activités. Mais autrement encore, il me semble que ces espaces passerelles sont des observatoires psychosociaux du travail interne à l'entreprise. Pourquoi? Pas des miradors, hein, bien sûr, on n'est pas là pour surveiller, hein, c'est bien ce que je dis, hein, on n'est pas là pour faire du flicage, mais des capteurs d'ambiance. Effectivement, on peut voir, à partir de ces espaces-là, la corrélation entre ce qu'on appellera l'état affectif et ce qui nous entoure dans l'espace donné. En gros, une ambiance, ça se sent et ça ne se dit pas. Et parfois, parce que dans l'espace, à un moment donné qui n'est plus de l'heure du travail, on va voir des personnes qui peuvent s'isoler ou autre. Et c'est aussi un outil, ces espaces passerelles, en termes de RH, pour être bienveillant. Voilà. Bruce Bégou, hein, j'aime bien, qui dit que c'est un dôme invisible, sous l'ambiance, hein, il parle du concept d'ambiance, un dôme invisible sous lequel se déroulent toutes nos expériences. Voilà, donc ces espaces passerelles, évidemment, ils auront pris plusieurs formes, des bulles émotionnelles, des abris insolites, et en tout cas, ils travaillent entre le hors-champ des individus au travail et celui du champ de travail. Donc d'où peut-être Agnès Varda en début qui vous parlait de l'intérieur des gens avec des paysages. Allez, à nouveau un avant-dernier petit échange.
Vous vous rappelez, Jacques, de ce canapé? Oui, magnifique, hein, oui. Tu me l'as piqué, j'ai le même. Donc, c'est- Canapé, oui, oui. Donc, est-ce que je l'ai recyclé? Donc, tu me poses pas la question, donc Pascal, mais je vais répondre. Je te remercie. Ouais, alors je ne savais pas que ça s'appelait un protospace, ce qu'on a fait là. Mais bon, voilà, j'ai j'ai appris un mot aujourd'hui. Non, non, mais ouais, ouais, on avait des trucs un peu, un peu historiques là. Mais effectivement, on a commencé, on était dans les locaux, on était coincé par un bail de toute façon, donc on ne pouvait pas en partir trop tôt, mais on avait des besoins on avait besoin d'accueillir plus de collaborateurs et en même temps, on avait besoin de s'organiser mieux. Et donc, effectivement, la première collaboration avec Noël a été de travailler deux, trois espaces sur lesquels et on a même récupéré ce qui était pratiquement des placards, mais pour en faire des espaces un petit peu aménagés où les gens venaient faire des réunions à deux, parce que de temps en temps, on a besoin de s'isoler, on a besoin de pouvoir faire des choses comme ça, et ça a été très très bien. Et voilà. Et le canapé, je crois qu'un collaborateur a fini par le récupérer. Il a dû le vendre sur le bon coin, sûrement. Merci. Bon. Et le pangolin, alors comment tu fais avec tes foyers des passerelles avec... Et on a 2 puits, donc on a pu noyer le pangolin dans le puits et on essaye de faire en sorte de l'oublier le plus possible, mais en respectant les distances, bien sûr. Hein. Ça, on peut pas, surtout quand on est filmé et autres, mais bon. Et comment on fait? Ben, on fait comme tous, hein, comme on peut. Hein. En tout cas de cause, ce que je vois aujourd'hui, c'est que à chaque fois pour les deuxième et troisième confinements, l'appréhension des collaborateurs, c'est systématiquement, alors il y en a toujours qui sont contents parce que ça va leur faciliter la vie, l'organisation, sauf ceux qui doivent s'occuper de gérer la garde ou les devoirs de leurs petits. En ce moment, c'est un petit peu quand même le bordel. Sinon, ben, les collaborateurs, ben, ils sont contents de pouvoir se retrouver dans un espace qui est agréable, où ils sortent. En fait, on a tous besoin de rituels. Hein. À un moment donné, on était tous, on est trop au bureau, c'est le bordel, j'ai plus de vie. Et maintenant, c'est on est trop à la maison et je suis en train de déprimer parce que on se clash avec le conjoint, il y a trop de bruit, il y a du bazar, il manque la coupure ou un sas de décompression qui est le chemin de la maison au boulot. Et parfois, suivant son organisation, son domicile, on peut avoir un petit appart, on peut avoir ou non une terrasse, on peut avoir une pièce qui permet de travailler en même temps que son conjoint ou que les enfants ou autre. Bref, en tout état de cause, ben, le bureau, notre campus, on appelle campus, parce que c'est vraiment un lieu où on se retrouve, on apprend, on progresse ensemble, et c'est pour beaucoup un plaisir de venir, parce que ben, ça leur aère le cerveau, aère les idées, et ce qu'ils viennent chercher, c'est aussi de l'énergie, se ressourcer, travailler sur du collectif. Alors, ça reste des bureaux, entre guillemets, hein. On reste dans le contexte du travail, mais ça contribue à améliorer l'expérience qu'on a et qu'on vit de ce travail. Voilà. Merci. Allez, en dernière partie qui est plus donc sur les outils comme miroir de l'activité. Alors chez Intuiface, on a eu aussi, on a parlé du Protospace qui était un outil, mais on va parler également de la co-réalisation d'un meuble métier qui a permis au support, Jacques, hein, c'est ça? C'est l'équipe de test, oui. Oui, oui. Ouais. De réfléchir sur leurs gestes et postures, hein, et de travailler leur encombrement aussi de tous les jours avec des écrans et de travailler une logique pour pouvoir bien faire leur travail finalement avec un meuble. Donc évidemment j'ai travaillé une première partie mais qui a défini le meuble dans l'espace, et eux ont continué la deuxième partie, c'est-à-dire ils l'ont adapté à leur propre besoin au travail, à leurs propres gestes et postures.
Un autre choix, eh bien, oui, avec Alban, on a travaillé aussi à un moment donné sur la méthode de management et comment on pouvait répondre à un soulagement aussi du manager dans sa tâche quotidienne. Comment on pouvait penser le groupe, comment on pouvait penser un mobilier qui puisse insérer 2-3 personnes et qui parfois répondent à l'idée de mode projet. Voilà, donc ça c'est des questions qu'on a abordées. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est efficient, il faudrait voir, enfin, c'est vrai qu'il faut de l'expérience un petit peu pour cela, mais ce sont des points qu'il faut aussi imaginer dans l'inclusion. Et enfin, on a travaillé sur les espaces sensibles, et je pense plus aux espaces commerciaux, où il a fallu travailler le rapport aux nuisances sonores, c'est-à-dire être le plus isolé. Donc le positionnement de ces activités-là, elles ont été, enfin le positionnement dans l'espace a été réellement choisi et réfléchi. Et ensuite, on a travaillé sur le respect de cette activité, mais aussi pour pouvoir, à l'intérieur de l'activité, créer une sous-bulle pour s'isoler encore un peu plus quand c'était nécessaire. Voilà. Donc réellement, ce qui est important, c'est de travailler les outils comme un miroir de l'activité. C'est-à-dire en fonction des réels besoins et des utilisations, autant physiques que corporelles, autant corporelles que psychologiques aussi, parce qu'à un moment donné, quand on a un bureau trop encombré, quand on n'a plus de place, quand on a des cartons partout, on ne répond pas finalement à la facilitation du travail. Chez Ressia, je voudrais plus mettre en avant le décor comme lanceur de créativité. Alors, il vous en a parlé un petit peu tout à l'heure, rapidement, mais moi je vais le résumer en 3 points. La réflexion sur cette bâtisse qui nous a donné quand même les moyens, il faut être honnête, hein, toute bâtisse ne nous en donne pas les moyens, là on en avait les moyens. C'était de travailler sur la créativité et la possibilité de pouvoir être mieux pour se réinsérer dans le travail, pour se remettre au travail. Donc, 3 points, s'autoriser à contempler, s'autoriser à jouer et s'autoriser à partager des émotions. Et ça, c'est le décor. Un décor qu'on a essayé de penser au fur et à mesure. Donc, il a été fait, donc, effectivement, comme disait Pascal, par 2 designers, Alice et Marine, qui étaient 2 de mes anciennes étudiantes dans une école à Albi. Elles ont travaillé régulièrement à la prescription scénographique, puisque il y avait d'abord un sujet qui était exploré, puis ensuite elles l'interprétaient à leur tour avec des possibilités de transformation de la matière ou de création. Et donc cette idée de s'autoriser à contempler permet, voilà, il y a plusieurs sujets dans l'espace qui vont permettre, comme dirait Bachelard, de passer à la rêverie. Et la rêverie, en fait, c'est qu'une régulation des rythmes et elle participe aussi à l'état de bien-être. S'autoriser à jouer, c'est travailler sur le 2, le 3, le groupe, et travailler aussi sur encourager la sérendipité et encourager à modifier les automatismes. Et enfin, s'autoriser à partager des émotions. Bon, mais voilà, là c'est un moment qui peut permettre aussi de diminuer le stress, comme de canaliser une surexcitation aussi, puisque tous ces moments finalement d'interprétation de l'art peuvent apporter chez les uns et chez les autres des solutions qui ne seront même pas partagées parfois. Voilà. Donc, c'est un sujet plus complexe parce que ça demande de rentrer un peu plus dans la question de qu'est-ce qu'on renvoie avec l'art en général. Hein. Mais ça m'a
pour moi, c'est un sujet passionnant. Voilà. Donc, j'en finis avec le dernier dialogue. Et du coup, qui vous parle à vous deux, et peut-être même à plus. Et donc, du coup, Jacques, il est où ton bureau? Et qui ouvre les portes quand ça sonne? Et comment tu gères tout ça? Comment tu faisais dans l'ancien temps? Ouais, ouais. Eh ben, avec mon cher associé, nous avons des locaux des bureaux qui donnent, qui sont des bureaux assez simples et qui donnent sur effectivement la zone de vie. Bon, c'est dans quand il faut faire tout le puzzle pour arriver à mettre les bonnes zones aux bons endroits, on privilégie d'abord les collaborateurs et puis alors nous, on s'est retrouvés là. Non, j'exagère un peu, mais c'est vrai que bon, ça faisait du sens de se trouver là. Euh, L'accueil, on le gère avec une personne qui répond. Là, c'est un peu plus compliqué dans les périodes de Covid parce que là, pour le coup, c'est un peu plus freestyle. Mais bon, non, non, ça se passe très bien. Et effectivement, je ne sais pas si la place de la direction devient un sujet. Nous, hein, ça n'a pas été quand même un sujet très très long, Noël, je pense. Euh, et pour toi, ça a été un sujet compliqué, Pascal? Bon, après, ça a été une question, hein, un point parmi d'autres. C'est vrai qu'à un moment donné, on peut se dire, il y a des boîtes qui expliquent que le patron, il est au milieu des équipes en open space, etc. Moi, je suis pas. C'est difficile dans un quotidien quand même. Il peut y avoir parfois des besoins de confidentialité, de se retrouver, d'échanger. Donc, ça n'a pas été c'est pas le choix que j'ai fait. Donc, j'ai un bureau, mais c'est vrai que par rapport à notre ancien espace, finalement, il y a plus d'espace, on a 1300 mètres carrés, donc il y a plus de mètres carrés. Mais du coup, le seul bémol, c'est que je suis plus loin des équipes et moins au cœur sur les lieux de passage. Donc, c'est un petit peu ce qui peut être plus difficile dans le quotidien. Mais pour autant, on se voit, on a plein de réunions, on boit du café, on boit du thé, on a des corbeilles de fruits. Donc, autant d'opportunités de créer des moments informels, de se croiser et d'échanger. Ce qui est important, quoi. Voilà, voilà. Eh bien, je crois que maintenant, vous pouvez le mettre à le baby-foot. Hein. Alors, pour le coup, on l'a pas encore mis, nous. Ouais, Il est encore, dans mon ancienne entreprise, j'ai mis un baby-foot, méfiance quand même, hein, ça fait du bruit. ça fait du bruit, voilà, c'est ça. Je partage. Donc, Donc, c'est très bien, c'est très convivial, mais ça fait du bruit. Faut y penser pour ceux qui sont à côté, surtout. faites gaffe. Ok, Mathilde, merci. Ouais, merci beaucoup pour tous ces échanges, pour vos Ouais. participations, pour les questions qu'on a eues aussi. C'était très intéressant. Je pense que le sujet a plu. Je voulais faire le lien avant de vous libérer avec la conf qu'on organise dans le cadre de Digitalis Future, hein, ce que je disais en intro, dans le cadre de Digitalis Future, saison bâtiment et immobilier. Donc, la conf aura lieu le 6 mai à 17h30 en distanciel, hein, toujours. La thématique, c'est est-ce que le numérique remettra-t-il l'humain au cœur du bâtiment, avec 2 tables rondes. Une, comment imaginer le logement de demain avec des chercheurs et des retours d'expérience faits par la coordinatrice du projet HUT, où il y a donc à Montpellier des étudiants qui vivent depuis plusieurs années dans des bâtiments connectés. Donc voilà, quels vont être les usages de nos logements de demain. Et la deuxième table ronde se rapproche un peu plus du sujet d'aujourd'hui. C'est comment l'immobilier d'entreprise s'adapte à la crise sanitaire. Puisque donc suite à des études faites en 2020, on se rend compte que 66% des entreprises interrogées envisagent de généraliser le télétravail et pour certaines d'entre elles de réduire leur empreinte au sol. Donc, comment intégrer cette notion de smart building aussi dans ces nouvelles perspectives? Comment ça va influencer les modes de construction et quelles vont être les solutions innovantes? On va voir que Google, quand même, est en train de changer un peu la donne. Ouais. Hein. Ils reviennent au bureau, eux. Ah oui, bon. Tout
Tout est affaire de balancier. Hein. Voilà, en tout cas, là, l'idée, c'était de vous proposer des sujets un peu prospectifs. Donc, on va avoir du beau monde qui va venir nous parler de ces sujets-là. Et donc, ça sera dans la newsletter de lundi. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. Et après, je me permets, Mathilde, de rajouter, pour ceux qui se posent des questions pour l'aménagement de leur espace, c'est toujours intéressant de faire appel à un spécialiste ou un designer comme Noël ou d'autres personnes, mais qui amènent un œil, un regard différent et qui nous bousculent. Hein, parce que déjà que tu l'as dit, et moi c'était pareil, je lui ai dit, Noël, surtout, n'écoute pas ce que je vais te dire sur les couleurs, parce que sinon, je vais toujours choisir la même couleur. Et c'est cet effet miroir et cette manière de l'appréhender différemment, c'est toujours très intéressant et on s'enrichit. Et ça refait le lien avec ce qu'est une entreprise. C'est un projet, c'est un collectif et c'est de la co-création. D'accord. Bon, ben merci de l'avoir souligné. Merci. Et donc, ben merci encore Noël, merci Pascal et Jacques pour vos retours. Donc, la Factory a été enregistrée. Vous retrouverez le replay dès la semaine prochaine sur la plateforme Digitalis Future. Voilà. Merci Digital Je vous Centrale à tous. Merci. Merci Noël. beaucoup. Très Bye. bon appétit et bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup.